Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourissettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il y a quelques semaines de cela, une amie m'a posé une question que, je l'avoue, je ne m'étais jamais posée aussi directement. Pourquoi avez-vous fait des enfants ? Et quelque part, l'une des raisons pour lesquelles elle me posait cette question, c'était que nous en avons 5. Donc nous n'avons pas seulement fait un enfant, mais 5. Donc la question se pose peut-être encore plus fortement. Pourquoi avoir eu des enfants et pourquoi avoir eu une famille nombreuse ? Cette amie écrit un livre et donc elle cherchait à réunir les réponses de plusieurs parents comme moi. Et vraiment, je la remercie beaucoup, elle se reconnaîtra, salut Morgane. Je la remercie beaucoup car ces questions m'ont forcé à réfléchir à ce sujet pour analyser après coup ce qui, je l'avoue, en fait était très instinctif et s'est fait de façon extrêmement naturelle. Alors, quel sens aujourd'hui y a-t-il à avoir une famille nombreuse ? C'est vrai que la société n'encourage pas du tout les familles nombreuses. Nous sommes même vus par certaines personnes comme un désastre écologique. On y reviendra en fin d'épisode. La mode n'est pas aux familles nombreuses. Et à une époque où l'essentiel est devenu l'accomplissement et le plaisir individuel, c'est vrai que le fait d'avoir des enfants, et le fait d'en avoir beaucoup, peut surprendre. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais développer pour vous les réponses que j'ai faites à cette amie et vous expliquer tout simplement pourquoi nous avons eu des enfants, pourquoi nous en avons 5 et comment je vois, de façon très personnelle, c'est mon opinion et rien de plus, comment je vois le fait d'avoir des enfants, le fait de donner la vie et le fait d'avoir une famille nombreuse. Alors vous remarquerez peut-être que ma voix est un petit peu enrouée. Je suis désolée, j'ai dû crier de très loin pour appeler les enfants et malheureusement, je me suis totalement abîmé la voix. Mais bon, j'espère que ça ne vous gênera pas trop dans l'écoute de ce podcast. À la limite, ça me fait une voix parfaite pour chanter un air de jazz un petit peu à l'ancienne. Une voix un peu rocailleuse, un peu rauque. Mais bon, rassurez-vous, j'espère retrouver ma voix normale d'ici le prochain épisode. Alors avant de vous expliquer nos raisons derrière le fait d'avoir eu des enfants, encore une fois, je tiens à insister que je suis en train d'analyser tout ça après coup. Donc évidemment, il s'agit d'une rationalisation. Les choses n'ont pas été aussi réfléchies que ce que je vais vous expliquer dans la suite de ce podcast. Car pour nous, c'était quelque chose de très instinctif. Il est vrai qu'avec mon mari, nous avons discuté du nombre d'enfants que nous souhaitions avoir, assez tôt dans notre relation. Mais à vrai dire, la question d'avoir des enfants ne s'est même pas posée. Alors, ça peut peut-être vous paraître étonnant. Il faut dire que nous n'avions pas non plus de traumatisme particulier lié à notre famille qui nous aurait fait réagir de façon très viscérale. Aucun de nous deux n'était fondamentalement hostile à l'idée d'avoir des enfants. Et en fait, c'était naturel. Nous voulions, chacun de nous, des enfants. Et nous nous sommes simplement demandé combien. Qu'est-ce qui nous faisait envie comme taille de famille. Et en ce qui nous concerne, ça va peut-être vous surprendre, je sais que c'est un petit peu surpris mon ami. Nous n'avons pas fait des enfants pour être plus heureux. Je ne crois pas que cette idée nous ait jamais vraiment effleuré l'esprit. Alors effleuré l'esprit, oui, mais qu'on se soit jamais vraiment arrêté à cette idée qu'avoir des enfants nous rendrait plus heureux. Alors oui, pour nous c'était une évidence qu'avoir des enfants nous rendrait plus heureux, mais ça n'a jamais été pour ça que nous voulions des enfants. Nous avons très vite adopté un chat. Et là, pour le coup, adopter un chat, c'était pour nous rendre plus heureux. Avoir des enfants, non. Alors, voilà, tout le monde ne fera pas cette distinction, mais c'était notre cas en tout cas.
Et en ce qui me concerne, je crois même que c'est un gros problème lorsque l'enfant devient un projet. On parle souvent d'un projet parental et que l'enfant est un projet. Ça n'est que ma vision. Mais pour moi, lorsque l'enfant est un projet, il y a beaucoup trop d'attentes qui reposent sur l'enfant et sur ce projet. Alors, bon, je rentre un petit peu dans quelque part notre vie intime, mais je pense que c'est indissociable. Nous n'avons pas choisi, ni mon mari ni moi, d'avoir recours à des méthodes de contraception ou à l'avortement. Nous mettons en place des méthodes de régulation naturelle des naissances qui sont efficaces. Et au début de notre mariage, on a justement discuté avec mon mari et on n'a pas souhaité mettre en place ces méthodes de régulation naturelle des naissances dès le début. On souhaitait tout simplement rester ouvert à la vie, entamer notre mariage avec une ouverture à la vie, sans pour autant programmer ni prévoir l'arrivée d'un enfant, là tout de suite. Et j'en reviens à cette notion de projet parental. Qu'est-ce qui se passe si un enfant arrive en dehors de ce projet, à un moment où ça n'était pas prévu? Qu'est-ce qui se passe si l'enfant ne répond pas à nos attentes? Qu'est-ce qui se passe si c'est un garçon alors qu'on rêvait d'une fille, une fille alors qu'on rêvait d'un garçon? Qu'est-ce qui se passe si cet enfant que l'on a projeté, programmé, idéalisé, a une maladie? Vous voyez que très vite, on en arrive à des questions d'éthique fondamentales en se disant, mais est-ce que cet enfant dépend vraiment uniquement de mon bon désir? Alors, dans la Rome antique, il est vrai que le pater familias, le père de famille, pouvait choisir de reconnaître ou non les enfants de son épouse. Il avait droit de vie et mort sur eux. Et il pouvait très bien laisser un de ses enfants dans la rue s'il ne voulait pas le reconnaître. Je trouve ça extrêmement dangereux. Voilà. Si on idéalise un enfant, si on en fait un projet, il faut à un moment donné faire le deuil de cet enfant idéal. Et plus l'idéalisation a été forte, plus il y a un projet, plus il y a des attentes, plus ce deuil est difficile à faire. Et je pense que c'est aussi en lien avec les dépressions postpartum. C'est que on rêve, on idéalise, on s'imagine avec un bébé qui va nous apporter de la joie, qui va nous rendre plus heureux. Et en fait, on s'aperçoit que ça demande beaucoup d'efforts, que on ne dort plus beaucoup les premières semaines, que ça demande une disponibilité énorme, et que cet enfant ne nous apporte pas autant de joie peut-être, du moins dans les premiers temps, que ce dont on avait rêvé. Et surtout en comparaison avec toutes les contraintes qu'il nous apporte. Et je pense que tout cela contribue à augmenter le nombre de dépressions postpartum. Et j'aimerais retourner un petit peu les choses. Je ne crois pas qu'il faille faire des enfants pour soi, pour nous-mêmes. Personnellement, je pense qu'il faut faire des enfants pour eux, pour les enfants. Et c'est ce qui m'amène peut-être au point le plus important selon nous, à ce qui était au cœur de notre désir d'avoir des enfants. Et il s'agit de lutter contre l'égoïsme, de faire passer l'autre avant nous-mêmes sans réciprocité. Laissez-moi vous expliquer. Pour moi, le mariage est une première forme de lutte contre l'égoïsme. Lorsqu'on se marie, lorsqu'on décide d'épouser quelqu'un pour la vie, à mon sens, il est important de placer les intérêts de l'autre, le bien de l'autre, avant notre intérêt propre. Et sans cela, un mariage, encore une fois, à mon humble avis, risque d'avoir des difficultés pour fonctionner. Vous allez me dire, mais on peut pas se contenter de donner, de donner et de donner. À ce moment-là, on s'use et on se détruit. Eh bien, en réalité, justement, le mariage fonctionne lorsque chacun met l'autre au-dessus de ses propres besoins. Ce qui fait que mes besoins à moi seront tout de même remplis par l'aide de mon conjoint et inversement. C'est exactement comme si vous faisiez une petite acrobatie. Imaginez deux personnes face à face qui se tiennent par les poignets et qui plient les genoux et reculent en arrière. Ça fonctionne parce que chacun tire, entre guillemets, autant que l'autre. C'est
parce qu'il y a un équilibre. Chacun est nourri autant que l'autre et donc il est maintenu par l'autre. Si chacun maintient l'autre suffisamment, l'ensemble, le couple, tient. S'il y en a un qui lâche l'autre, oui, à ce moment-là, le couple s'effondre. J'espère que vous visualisez un peu cette acrobatie, ce sont les limites du podcast, mais c'est pas vraiment une acrobatie très complexe, mais je vous invite à essayer pour en prendre conscience et vous dire, ok, je tiens l'autre. Si je ne le tiens plus assez fort, moi aussi je vais tomber. On va s'effondrer tous les deux. Donc pour moi, le mariage, c'est ça, c'est sortir de soi-même, de son petit égoïsme, et faire passer l'autre au-dessus de soi-même. Mais dans le mariage, il y a cette réciprocité qui fait que ça fonctionne. Dans la parentalité, il n'y a pas cette réciprocité, parce qu'on n'est pas sur le même plan, le parent et l'enfant. L'enfant ne peut pas prendre soin de lui tout seul. Nous avons besoin de prendre soin de l'enfant, et il est évident que l'enfant ne va pas prendre soin de nous. La relation est totalement asymétrique. Nous donnons beaucoup, et l'enfant, lui, nous donne, mais par sa seule présence. Il nous donne de la joie, il nous donne du bonheur, mais sans quasiment rien faire pour nous. Par sa seule présence, il nous apporte de la joie. Le bonheur de l'enfant fait notre bonheur. Donc si on commence à vouloir faire des enfants pour soi, eh bien on est rapidement déçu, parce que très honnêtement, l'enfant ne va pas nous apporter grand-chose, très jeune. Encore une fois, à part cette joie de sa seule présence. Mais si on n'arrive pas à se réjouir du bonheur de l'enfant, à se réjouir de son bien-être, à être heureux de son bien-être, alors on ne retire rien du tout de cette relation et pourtant on donne énormément. Donc vous voyez que tout repose dans la parentalité sur le fait de placer les besoins de l'enfant au-dessus des miens. Alors attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faut nier ses propres besoins. Je ne dis pas que les parents doivent tout donner à leur enfant sans tenir compte de leurs propres besoins. Tout cela aussi est à relativiser par rapport à l'âge de l'enfant. Il est évident qu'un nourrisson n'est pas comparable à un enfant de 4 ans, qui n'est pas comparable à un enfant de 12 ans, un adolescent, etc. Un nourrisson n'a aucune ressource à part nous. Nous devons le nourrir, nous devons le laver, nous devons l'habiller, le réchauffer, nous devons l'aider à s'endormir. Il a terriblement besoin de nous. On dit souvent que le petit homme, en fait, finit la période de gestation en dehors du corps de la mère. Que le petit homme sort au bout de 9 mois parce que sa tête grossit et que s'il restait plus longtemps, en fait, le corps de la femme ne pourrait pas le laisser sortir physiquement. Mais il poursuit énormément son développement pendant les 9 premiers mois de sa vie. C'est comme si la gestation prenait 18 mois et pas 9 mois. Mais un petit peu comme les marsupiaux qui ont leurs enfants dans leur poche, eh bien nous avons notre enfant dans nos bras, à côté de nous, et nous poursuivons nous l'aidons à poursuivre ce développement pendant les premiers mois de sa vie. Alors vous allez me dire que dans le mariage, c'est bien beau, dans la parentalité aussi, il faut quand même penser à soi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne dis pas qu'il faut tout sacrifier à l'autre. Les choses ne sont pas aussi caricaturales que ça. Bien évidemment, il s'agit de prendre suffisamment soin de soi, mais pour le reste, d'essayer de faire passer l'autre avant soi. Et je trouve que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Par exemple, l'année dernière, mon mari, vous le savez peut-être si vous avez écouté le podcast sur notre changement de vie, a préparé le CAPES. C'est une préparation qui était lourde, surtout qu'elle se faisait en plus de son métier à plein temps. Ça a demandé des sacrifices sur la vie de famille, ça a demandé de faire des choses pour que lui puisse avoir un peu de temps dégagé. Si j'avais fait les choses dans l'idée de « allez, ok, je fais un compromis, mais après ce sera mon tour », dans ce cas-là, on ne se donne pas vraiment. On fait les choses à contre-cœur. On mesure, on compte, on est dans la négociation. Il y a une phrase que j'aime énormément, là tout de suite je ne sais plus de qui elle est, qui est que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure.
On n'aime pas vraiment si on compte son amour. L'amour, ça n'est pas ça. Et encore une fois, ça ne fonctionnerait pas si derrière mon mari ne m'aimait pas comme moi je l'aime. Et donc là où j'ai fait des sacrifices pour lui, pour cette année de CAPES, lui en a fait aussi, déjà au tout début des Montessori 7, cette année, alors que nous venons d'emménager, que le rythme change, il en fait énormément, sans tenir une comptabilité de ce qu'il fait. Je sais que certains couples font le total de toutes les tâches qui existent et voire même font une comptabilité séparée en fonction de l'argent qu'ils rapportent chacun au foyer et mettent en commun les dépenses communes, mais pour le reste, dépensent pour leur plaisir en fonction de l'argent qu'ils rapportent, ou se répartissent les tâches rigoureusement à 50%, 50%. On peut fonctionner comme ça. J'ai des doutes sur la viabilité à long terme. Ça n'est en tout cas pas le choix que nous avons fait dans notre famille. Nous choisissons de faire les choses par amour, par service. Parfois avec réticence, je ne vais pas vous cacher que oui, parfois on fait les choses en traînant les pieds. Mais on les fait tout de même. Et parfois on ne peut pas les faire. Parfois on n'a pas les ressources. Et on peut en parler et dire, écoute, voilà, j'aimerais bien faire ça pour toi. Là, je ne peux pas. Là, je n'ai plus l'énergie, je suis trop fatiguée. Ça n'est pas possible. Ou alors, ça va nuire à tel autre domaine de notre vie. Ça va nuire à mon travail, ça va nuire à ce que je fais avec les enfants. Bref, le dialogue est indispensable. Il ne faut pas que les besoins de l'un soient totalement niés au profit des besoins de l'autre. C'est justement là que l'équilibre est perdu et que le couple s'effondre. Mais si chacun place les besoins de l'autre avant les siens propres, c'est là que la relation peut réellement fonctionner. Encore une fois, à mon humble avis. Donc le mariage, oui, pour moi, c'est aimer l'autre plus que soi-même. Et la parentalité, encore plus. Et dans la vision que j'ai du monde, tous les êtres humains ont besoin de fécondité. Alors attention, je sais que c'est un sujet très délicat. Je suis parfaitement consciente que tout le monde n'a pas forcément la fécondité physique qu'il souhaiterait. Vous avez des gens qui rêvent d'avoir des enfants, qui ne peuvent pas en avoir, pour tout un tas de raisons. Mais ce que j'estime, c'est que chaque être humain a besoin d'une certaine forme de fécondité. Elle n'a pas forcément besoin d'être physique, de donner la vie, d'enfanter, mais chacun, pour moi, a besoin d'une forme de fécondité, éventuellement spirituelle, sociale, etc. Si vous pensez à Mère Teresa ou à l'abbé Pierre, ils n'ont jamais eu d'enfant. Pourtant, voyez quelle fécondité spirituelle ils ont eue. Toutes les sœurs de la charité de Calcutta, aujourd'hui, sont un petit peu comme les filles de Mère Teresa. Tous les enfants, toutes les personnes qu'elle a accompagnées, qu'elle a aidées, qu'elle a soignées, qu'elle a nourries, elle a été une mère pour eux. Elle a eu une fécondité extraordinaire, bien plus que moi avec mes 5 enfants. Même chose pour l'abbé Pierre. Regardez encore aujourd'hui Emmaüs et tout ce que l'abbé Pierre a créé, qui lui survit. Et voyez toutes les personnes qu'il a aidées. Voyez Maria Montessori. Maria Montessori qui n'a pas été une mère extraordinaire au début de sa vie de mère. Sa propre maman n'envisageait pas que Maria Montessori garde avec elle son fils Mario. Et donc Mario a été envoyé à la campagne pendant des années, où Maria Montessori ne le voyait, pour ainsi dire, pas. À la mort de sa propre mère, Maria Montessori a fait revenir son fils auprès d'elle, mais pendant très longtemps, elle le présentait comme son neveu. Ça n'est peut-être pas l'image d'une mère idéale, même si son fils était extrêmement attaché à elle et a poursuivi son œuvre, donc on peut se dire que la relation était bonne entre eux. De l'extérieur, je ne suis pas sûre que ce soit le modèle d'une mère idéale. Et pourtant, voyez la fécondité qu'elle a eue. Dans ses écoles, dans le soin qu'elle a eu de tous ses enfants, tout ce qu'elle leur a apporté, et tout ce que son œuvre continue de produire comme fruit aujourd'hui. Cette forme de fécondité, on la reconnaît au fait qu'elle nous fait sortir de notre petit nous, de notre petit soi, de notre petite vie, de nos petits plaisirs. La fécondité, c'est ce qu'on fait pour le bien d'autres personnes.
Et il y a plein de façons de le faire. La personne qui fait des maraudes avec le SAMU social pour aider les SDF. Celle qui va garder les enfants et soutenir moralement sa voisine qui est mère célibataire, qui ne s'en sort pas. Celui qui va passer du temps avec des jeunes de banlieue pour les aider à s'en sortir, etc., etc. Il y a beaucoup de modalités différentes de cette fécondité, mais un même amour de l'autre. Et chaque être humain, à mon sens, ne peut s'accomplir que dans l'amour de l'autre, que dans ce qu'il va faire pour les autres et dans l'aide qu'il va leur apporter. Et chaque être humain qui se renferme et qui ne cherche que son petit bonheur et ses petits plaisirs mène une vie bien triste, à mon sens. Je sais qu'on dit souvent que le but ultime de l'être humain, c'est la recherche du bonheur. Je vais peut-être vous choquer, mais ça n'est pas le mien. Pas directement, en tout cas. Je crois que si on cherche absolument à atteindre le bonheur, il nous échappe. Et je crois que lorsqu'on cherche à faire le bien, c'est là qu'on trouve le vrai bonheur. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que vous partagez cette vision du monde, peut-être pas du tout, et vous en avez le droit, bien sûr. Revenons un petit peu à cette décision donc de vouloir avoir des enfants. Comme je vous le disais, pour moi, c'est que la fécondité est quelque chose d'indispensable dans la vie d'une personne. Et donc, cette fécondité, nous avons choisi de l'incarner. Et nous avons eu la possibilité physique d'avoir des enfants. C'est une chance, une grâce, nous en sommes reconnaissants, parce que nous savons que ça n'est pas toujours facile. Le fait d'avoir des enfants, c'est aussi la décision de mettre au monde quelque chose qui va nous survivre. Et alors j'en parlais avec mon amie justement pour préciser cette idée, parce que elle me disait avec justesse, mais quand même, ça n'est pas l'idée que notre petite existence est si importante qu'il faut absolument qu'elle survive. Ça n'est quand même pas ça que tu penses. Et effectivement, non, ça n'est pas ça. C'est que justement, on est si peu de choses. Nous, chaque être humain dans l'univers. Là, qu'est-ce que je suis? Une petite voix, ce sont des ondes. C'est rien. C'est le mouvement de l'air dans un univers qui a des milliards d'années et qui en a encore quelques-uns sans doute à vivre. Qu'est-ce que je suis? Si peu de choses, au final. Mais quelle chose extraordinaire que de se dire qu'à notre petite mesure, on peut contribuer à construire quelque chose qui nous dépasse. Comme un architecte qui rajouterait une pièce, un étage, un immense palais. Quelque chose de somptueux. Donner la vie, pour moi, c'est l'œuvre ultime. L'œuvre de co-création ultime qui nous dépasse totalement. C'est quelque chose de fou quand même, de phénoménal, qu'avec nos petites cellules, nous puissions donner la vie. Et donner vie à quelqu'un qui est différent de nous, qui est distinct de nous, à une nouvelle personne. Alors quand je dis co-créateur, c'est parce que vous le savez sans doute, je suis chrétienne, donc pour moi, évidemment, nous sommes co-créateurs avec Dieu de cette nouvelle vie qui arrive lorsque nous mettons au monde un enfant. Et donc, quelle idée incroyable de se dire que nous ne sommes pas grand-chose. Et qu'il ne s'agit pas d'espérer que nos enfants accomplissent ce que nous n'avons pas pu accomplir dans notre vie. Pitié, quelle horreur! Quelle horreur de faire peser sur ces enfants les attentes qui étaient les nôtres. Combien d'enfants se retrouvent ainsi dans des voies qu'ils n'ont pas choisies parce que c'était en fait le rêve de leurs parents? Non, il ne s'agit tellement pas de ça. Mais quelle chose incroyable de se dire que je peux donner la vie, donner naissance à un être distinct de moi qui aura sa propre identité, sa propre personnalité, son propre destin, sa propre liberté. Et que ça va me survivre. Que je suis un maillon, que je suis, un contributeur de l'humanité. Je trouve ça extraordinaire. Alors maintenant, pourquoi une famille nombreuse? Avoir des enfants, vous l'avez vu pour moi, c'est avant tout lutter contre l'égoïsme dans notre propre vie, et puis donner naissance à quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Mais pourquoi une famille nombreuse? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'il s'agit déjà de lutter contre l'égoïsme aussi au niveau de nos enfants. C'est quelque chose qu'on risque d'oublier dans une famille moins nombreuse, mais pour qu'une famille fonctionne, il faut que chacun apporte sa contribution. À sa mesure, bien évidemment. Attention aussi au risque, évidemment, de transformer les aînés en petits adultes,
en papa et maman bis. Non, il s'agit absolument pas de ça non plus. Mais chaque membre de la famille reçoit des choses de la famille et contribue des choses à la famille. Et là aussi, va placer le bien commun, les besoins communs de la famille au-dessus de ses petits désirs personnels. Alors il y a un équilibre à garder, mais je trouve que c'est très formateur d'avoir une famille nombreuse pour transmettre ces valeurs de générosité et de service. J'ai pu aussi découvrir les difficultés qu'il y avait à élever un enfant unique. Encore une fois, parfois on n'a pas le choix pour tout un tas de raisons, mais et encore récemment en atelier de parents, je vois à quel point il est plus compliqué en fait d'élever un enfant unique que 2 enfants. Tout simplement parce que l'enfant unique n'a pas de camarade de jeu. Alors qu'avec 2 enfants, c'est beaucoup plus facile. L'enfant va aussi passer du temps à jouer avec son frère ou sa sœur. Et lorsque le 2e enfant sera tout bébé, c'est l'occasion pour l'aîné de découvrir que justement il n'est pas le centre du monde. Comme aucun de nous d'ailleurs. C'est une découverte que nous avons, une prise de conscience que nous avons tous à faire à un moment donné. Eh oui, nous ne sommes pas le centre du monde. Pas de chance. Et donc ça, le grand frère ou la grande sœur fait cette découverte très vite. C'est quelque chose qu'il faut accompagner, évidemment, et lui montrer que même s'il n'est pas le centre du monde, il est un point capital de notre monde, et que nous allons continuer à l'aimer et à prendre soin de lui. Mais prendre conscience qu'il n'est pas tout seul. Et ça commence donc très jeune à faire sortir de l'égoïsme. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que la difficulté qu'il y a à élever des enfants n'est absolument pas proportionnelle à leur nombre. Pas du tout. 2 enfants, pour moi, c'est plus facile qu'un seul enfant. 3 enfants, c'est un petit peu délicat, mais j'ai envie de dire que la difficulté à élever 4 ou 5 enfants n'est pas tellement plus grande que la difficulté qu'il y a à élever 3 enfants. Ça n'est pas du tout une progression linéaire pour les matheux parmi vous. Et puis c'est quelque chose qui est très enrichissant pour tous. Les cadets bénéficient de l'expérience des aînés. Souvent, ils veulent faire comme les grands. Ils suivent leur exemple, ils apprennent plein de choses. Ils évitent parfois de répéter les erreurs de leurs aînés aussi. Quant aux aînés, voyez quelles compétences ils développent. La gestion d'équipe, l'apprentissage du compromis. Voyez quelle finesse dans la perception des relations humaines ils doivent développer. Parce que très vite, ils sont dans une mini-société. Et pas du tout dans une famille où ils seraient le centre, le cœur de tout. Ils sont dans une mini-société. Ils apprennent aussi à amener les plus jeunes à leur niveau. Chez nous avons 2 fils, un de 12 ans et un de 7 ans, qui sont tous les 2 très 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 amateurs de jeux de société. Contrairement à notre fille de 10 ans. Eh bien, notre aîné, malgré la différence d'âge, a pris son petit frère sous son aile et depuis toujours lui explique les règles et le fait jouer à des jeux de société. Eh bien, ce jeune frère, qui a 7 ans, joue à des jeux de plus de 12 ans, sans aucune difficulté. Il est devenu extrêmement fort en jeux de société grâce à son grand frère. Mais son grand frère, lui, il a gagné dans l'affaire un partenaire de jeu. Vous voyez comment cette relation bénéficie à chacun d'eux. Et tous les 2 sont très heureux de partager ces moments-là. Pour moi, là, il y a une leçon qui est absolument fondamentale et que on apprend plus difficilement ou plus tard dans une famille avec un enfant ou seulement 2. Il s'agit vraiment de l'apprentissage de la vie en société, mais dans une petite société miniature. On parle souvent de l'IEF et de la sociabilité, mais croyez-vous vraiment qu'on apprenne davantage à se socialiser dans une classe avec 25 élèves du même âge que nous ? Ou que l'on apprend davantage à se socialiser avec un petit groupe de personnes d'âge très différent du nôtre, avec des enfants peut-être plus jeunes ou plus grands que nous, plus âgés que nous, avec des adultes qui peuvent donner le modèle, modéliser les compétences à acquérir, etc. C'est pour ça aussi que l'IEF, je trouve, est formidable avec une famille nombreuse, c'est parce que, non pas que l'IEF apaise toutes les difficultés relationnelles, mais dans l'IEF, on ne peut pas se permettre de laisser traîner des conflits et des difficultés relationnelles. On est obligé d'aborder les choses de front parce qu'on passe tout notre temps ensemble, ou presque. Donc si les choses se passent mal, c'est toute la journée qu'elles se passent mal.
Alors que sinon, c'est vrai qu'en allant à l'école, il y a des temps de pause et de paix, et en fait, les enfants passent relativement peu de temps ensemble. Je pense qu'un enfant passe plus de temps à l'école qu'il n'en passe éveillé dans sa famille au quotidien. Même en comptant les week-ends. Mais bon, c'est un autre débat. On m'oppose souvent que avoir une famille nombreuse, c'est un désastre écologique, que ça devrait être interdit, que nous gaspillons le peu de ressources de la planète, etc. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Les ressources sont de plus en plus rares. Y a-t-il vraiment du sens à avoir une famille nombreuse dans ce contexte-là? C'est une vraie question. Pour autant, on a tous entendu parler de Malthus et du malthusianisme qui se disait justement qu'il y avait un problème parce que la croissance de la population dépassait celle des ressources et il voyait ça comme des progressions figées dans le temps. Il voulait donc que chacun régule un peu les naissances et donne naissance à moins d'enfants pour éviter d'utiliser toutes les ressources de la planète. Bon. Le sujet est beaucoup plus complexe que ce que pensait Malthus. Parce qu'en 2000, il y avait 2 fois plus d'êtres humains sur la Terre qu'en 1960. 2 fois plus d'êtres humains. Et pourtant, en 2000, il y avait 2 fois et demi moins de personnes qui souffraient de malnutrition. Ça peut paraître paradoxal. Alors, je ne suis pas là pour défendre l'agriculture intensive, au détriment de la planète, etc. Mais tout ça pour vous dire que les choses sont plus complexes. Justement, elles ne sont ni tout blanc, ni toutes blanches, ni toutes noires. Il y a eu la révolution industrielle. Aujourd'hui, à l'inverse, il y a une prise de conscience qui nous amène aussi à peut-être plus de modération dans notre consommation. Peut-être un jour une décroissance. Nous verrons bien. Et je voudrais aussi rappeler que nous avons une famille nombreuse en France. En France où en fait l'indice de fécondité est extrêmement faible. Il est aujourd'hui de 1,87 par femme. Ça veut dire qu'on est bien en dessous du seuil de renouvellement de la population qui est à 2,1. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle en France, la population diminue. Alors sans compter, évidemment, les arrivées et les départs de migrants. Mais en termes de fécondité pure, la population diminue. Donc est-ce vraiment un problème si nous, de notre côté, nous avons 5 enfants? En fait, nous contribuons à ce que cette moyenne, elle soit de 1,87 et pas de 1,80 ou 1,50. Donc je ne crois pas que dans la situation actuelle en France, ce soit réellement un souci d'avoir une famille nombreuse ou que ce soit irresponsable d'avoir une famille nombreuse. Autre point que je voudrais signaler aussi, c'est qu'une famille nombreuse est généralement beaucoup plus écolo, de façon très naturelle, qu'une famille qui n'est pas nombreuse. Pourquoi? Eh bien, nous avons une voiture 7 places, déjà. Donc nous déplaçons avec un seul véhicule, alors qui certes consomme un petit peu plus qu'une voiture 5 places, mais nous transportons 7 personnes, et pas 5, et pas 3, et pas 2. Donc le rapport entre la quantité de ressources que nous dépensons pour déplacer une personne est bien plus faible que la quantité de ressources pour déplacer une personne chez un couple, ou chez un couple avec un enfant ou 2 enfants. Nous mutualisons beaucoup. Nous utilisons moins d'emballage parce que nous achetons en plus grosse quantité. Nous n'allons jamais acheter un paquet de 2 tranches de jambon. Chez nous, c'est plutôt par 10. Nous avons une seule cuisine. Alors là, nous avons plus d'une salle de bain, mais nous avions encore, avant de déménager, nous avions une salle de bain pour toute la famille. Très souvent, chez les familles nombreuses, les jeunes enfants partagent leur bain. On fait un bain pour les 2 plus jeunes enfants. Les jouets et les vêtements reservent. D'ailleurs, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est vrai que chez nous, nous transmettons aux enfants des vêtements qui ont été déjà bien portés, etc. et dont les dépôts-ventes ou Emmaüs ne veulent pas. Mais chez nous, ils réservent ces vêtements. Les jouets auront servi au final à 5 enfants différents, avant d'être peut-être encore donnés, partagés, etc. Nous avons 7 personnes devant la télé en même temps, pour une seule télé. Bref, vous voyez que, au final, si on rapporte les ressources utilisées à chaque personne, elles sont bien plus faibles dans les familles nombreuses que dans les familles non nombreuses.
Et par ailleurs, il est quand même assez rare de voir une famille de 7 en avion, non ? Ne serait-ce que parce que c'est extrêmement coûteux. Alors ça arrive, bien sûr, mais c'est très rare. Donc au niveau de la pollution, en général, les familles nombreuses polluent un peu moins que les autres. Le mode de consommation est en fait très différent. Alors, ça ne veut pas dire que matériellement, il se trouve quand même qu'une famille de 7 consomme plus qu'une famille de 4, par exemple. Mais par rapport au nombre de personnes, nous consommons moins. Voilà, ça ne résout pas le problème. Je ne dis pas que c'est une réponse absolue. Ça ne nous empêche pas de devoir être attentifs et à préserver encore davantage les ressources que nous pouvons préserver. Mais, encore une fois, les choses sont plus complexes que ce qu'on s'imagine généralement. Donc voilà un peu pour résumer ce qui est au cœur de notre décision d'avoir une famille nombreuse. Avant tout de lutter contre l'égoïsme, de nous apprendre les uns les autres à lutter contre l'égoïsme, à nous, parents, et aussi à nos enfants. Essayer de construire ensemble quelque chose qui nous dépasse. Donner la vie pour quelque chose de plus grand que nous. Voilà, j'ai donné 5 fois la vie. 5 petits êtres sont dans le monde aujourd'hui qui n'y étaient pas avant et qui vont apporter leur pierre, leur contribution. J'espère qu'elle sera positive. C'est tout le rôle de l'éducation, en fait. Je n'ai pas d'autre attente envers eux que le fait que leur contribution soit positive au monde. Voilà, j'espère y parvenir. C'est mon premier objectif éducatif. En tout cas, on va faire les choses, on va tout faire pour. Donc voilà, lutter contre l'égoïsme, construire ensemble quelque chose qui nous dépasse. Et puis la richesse qu'il y a dans une famille nombreuse avec toutes ces relations entre les uns et les autres. Alors, je lu quelque part et j'avais trouvé ça très juste. Ce petit rappel qu'en fait, il ne faut surtout pas chercher à avoir un enfant pour sauver son couple. Parce que dans un couple, il y a une relation à double sens. Si on rajoute un enfant dans l'équation, il y a 3 relations à double sens à gérer. Donc si la première relation n'est pas stable, ça n'est pas en rajoutant 2 relations à double sens supplémentaires, une entre le papa et l'enfant, une entre la maman et l'enfant, que la relation de couple va s'améliorer. C'est encore plus valable pour une famille nombreuse. C'est-à-dire que si déjà les relations ne sont pas bonnes, ne sont pas paisibles, bon, dans une certaine mesure, rassurez-vous, dans notre famille de 7, il y a des conflits, il y a des cris, il y a des disputes entre frères et sœurs, comme dans toutes les familles. Mais si, au cœur, la relation n'est pas saine, il peut être très dangereux de rajouter un nouvel enfant, parce que le nombre de relations est exponentiel. Si on a 4 enfants et qu'on en rajoute un 5e, bien ce sont 4 relations à double sens que l'on vient rajouter à la vie familiale. Donc c'est compliqué. Si on a déjà 4 enfants, on est 6 personnes dans la famille. Et donc ce sont 6 relations à double sens que l'on rajoute à la naissance d'un 5e enfant. Donc vous voyez que ça monte très très vite. Voilà, j'espère que ces réflexions que je partage avec vous enrichiront votre propre réflexion. C'est un sujet évidemment assez intime, qui touche au cœur de notre vision du monde. Encore une fois, ça n'est que mon opinion. Vous avez le droit de ne pas la partager. Je ne suis pas une dictatrice de la pensée. Mais j'espère que ces quelques réflexions vous auront enrichi. Et que peut-être ça vous amènera à vous poser la question pour vous-même. Si vous avez des enfants, pourquoi en avez-vous ? Si vous souhaitez des enfants, pourquoi en souhaitez-vous ? Si vous n'en souhaitez pas, pourquoi ? Alors, c'est un petit peu étonnant que vous soyez ici, ou alors sur ce podcast, ou alors pour votre vie professionnelle. Mais de vous interroger dans ce cas-là peut-être sur cette notion de fécondité, qui n'est pas forcément la fécondité physique dans la famille, mais qui peut être une fécondité spirituelle ou sociale dans la société en général. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. On essaiera peut-être d'aborder des sujets un peu moins profonds et philosophiques la semaine prochaine. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.